Nous continuons donc avec la partie séminaire, avec un titre, un sujet sur la lecture, comment lire. Il m'a paru intéressant d'inviter dans le séminaire donc, qui suivra chacune de nos séances de cours, d'inviter des théoriciens, des praticiens de la lecture, dont certains sont déjà parmi nous aujourd'hui, et je les en remercie. Et la semaine prochaine, nous aurons l'intervention d'Hélène Merlin-Cajman sur la lecture transitionnelle. Mais aujourd'hui, nous commençons par un véritable praticien, vraiment, de la lecture. Et j'ai trouvé important de commencer par la pratique elle-même. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et Queneau ajoutait, c'est en lisant qu'on devient liseron. Pierre Assouline est effectivement le praticien absolu de la lecture. Pour le présenter, je vais me contenter, moi d'abord, de lire simplement la présentation de qu'il fournit de lui-même sur son blog La République des livres. Elle est très bien cette présentation, ne vous inquiétez pas, Pierre. Journaliste, il collabore régulièrement à l'Histoire comme chroniqueur et à La République des livres, qu'il a créé en 2005. Écrivain, il est l'auteur d'une trentaine de livres, notamment 10 biographies et autant de romans, ainsi que des enquêtes et des documents. Radiologue, entre guillemets, il produit des séries sur France Culture, généralement au mois d'août, quand tout le monde est à la plage, c'est préférable. Juré, il déjeune une fois par mois dans le salon gracieusement concédé par le restaurant Drouan à l'Académie Goncourt, puisque Pierre Assouline est membre de l'Académie Goncourt. Prof, il enseigne depuis 20 ans à Sciences Po Paris, l'écriture en première année. Et à part cela, il marche beaucoup, nage souvent, écrit trop et lit tout le temps. Et on dit que son coup droit s'améliore au jeu de paume, même si ce n'est pas encore tout à fait cela. Donc, Pierre Assouline est une personnalité multiple, avec un sérieux don de l'humour, et c'est aussi une figure incontournable de la vie littéraire française, en tant que critique, en tant qu'écrivain, que journaliste, que biographe, que membre du jury du prix Goncourt. Et un jour, Pierre Assouline est un biographe, mais on fera sa biographie certainement. Parmi ses biographies, vous en avez sans doute lu plusieurs, j'en cite quelques-unes, Gaston Gallimard, Kahnweiler, Simenon, Hergé, plus récemment Kipling, qu'on sort, on va dans le monde anglophone. Parmi ces livres, il y a des fictions, des romans, ou des textes à la frontière du roman et de l'histoire. Le tout dernier, c'est Le Nageur, en 2023, chez Gallimard, sur le champion de natation Alfred Nakache. Pierre Assouline me confiait tout à l'heure que il est aussi producteur donc d'émissions, de documentaires à la radio, à la télévision. Lundi 15 décembre à 20h30 sur la chaîne parlementaire. Janvier. 15 janvier, c'est... Lundi 15 janvier, excusez-moi. Oui, lundi 15 janvier, oui, je retarde. Il y aura donc un documentaire produit par Pierre Assouline sur Churchill, De Gaulle, Mémoire de guerre, guerre des mémoires. Ce sera une sorte de concours, de compétition entre les mémoires de guerre de Churchill et de Gaulle, avec un débat qui suivra, où il sera présent. Mais nous n'avons pas besoin d'attendre le 15 janvier pour l'entendre, Pierre Assouline, puisqu'il est là avec nous ce soir, précisément pour nous parler de ces pratiques de lecteurs professionnels, et dans différents types de professions et de métiers. Et donc la question que je lui ai posée, c'est non pas comment écrivez-vous, une question qu'on a souvent posée ici, mais comment lisez-vous? Et la réponse était, c'est le titre, Profession lecteur. À vous, Pierre. Eh bien, bonsoir à tous. Merci, cher William Marx, de votre invitation. Je suis très impressionné, parce qu'en général, je suis là, mais beaucoup moins souvent là, sauf avec Antoine Compagnon une ou deux fois. Le titre même de votre programme m'a interpellé tout à l'heure, parce que, en fait, je suis en train de terminer un livre qui s'intitule « Comment écrire ». Et alors, en vous écoutant, je me suis dit, mais
comme il n'est pas encore imprimé, est-ce qu'il faut mettre un point d'interrogation ou pas? Et ça m'a beaucoup troublé. Donc, il va falloir y réfléchir. Parce que comment lire ou comment écrire, dans les deux cas, avec ou sans point d'interrogation, on est en position d'autorité. Donc, d'un coup, vous m'avez complexé. Parce que moi, j'avais mis un point d'interrogation, mais je ne sais pas. On va voir. Ce n'est pas le sujet. En fait, je voulais commencer cette intervention, qui va être par saut et gambade, comme vous me l'avez invité, par l'incipit d'un livre que j'ai publié il y a plusieurs années, qui s'intitulait « Dictionnaire amoureux de la littérature et des écrivains ». Merci. Et l'incipit de ce livre, c'était « Je hais les livres ». Immanquablement, j'ai reçu des lettres. « Monsieur, comment pouvez-vous commencer un livre intitulé « Je hais les livres » alors que vous consacrez 500 pages à nous prouver le contraire ?» Alors j'ai quand même répondu que c'était du second degré, n'est-ce pas? Mais que j'étais inspiré par ce « Je hais les livres » était inspiré par trois choses. La première, c'était un hommage un petit peu à Claude Lévi-Strauss, que j'admire, et un hommage, évidemment, à l'incipit de Triste Tropique, Je hais les voyages et les explorateurs, etc. Ensuite, c'était aussi un clin d'œil, en forme d'hommage, à Pascal Quignard, autre écrivain de chevet, pour un de ses livres, La haine de la musique. Et évidemment, la haine de la musique, quand on connaît Pascal Quignard, on se dit, mais de qui se moque-t-il? Parce que toute son œuvre est là pour plaider son amour, sa passion de la musique. Or, en fait, La haine de la musique, publiée en 1996, il y a un chapitre sur la musique dans les camps de concentration. Et c'est là qu'on comprend qu'on peut aussi avoir la haine de la musique, justement parce qu'on l'aime, et que l'imaginer jouer dans des circonstances concentrationnaires fait qu'on peut l'avoir en haine. C'est ce qu'il expliquait magnifiquement. Et puis la troisième raison pour laquelle je voulais ce soir commencer par « Je hais les livres », et c'était le cas il y a plusieurs années en écrivant ce dictionnaire amoureux de la littérature, c'est le déménagement. J'étais en train de déménager, et quand on déménage, on a la haine des livres. Il n'y a pas de doute. Qu'on soit un grand lecteur ou un petit lecteur, on a la haine des livres. La haine des livres, ça choque beaucoup de gens quand on l'emploie. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté sacré et sacral quand on parle des livres. Et moi, je dois vous dire que ça m'a toujours un peu exaspéré. Je respecte évidemment les livres, mais ce que je ne respecte pas, c'est la prosternation devant l'objet livre. Ça ne me gêne pas que des gens entourent les livres de papier craft et de reliure et de beaucoup de choses. J'ai été bibliophile quand j'étais plus jeune, donc c'est pas ça le problème. On a l'impression que ce qui est imprimé est intangible, parce que c'est imprimé. On a beaucoup moins ce sentiment quand on lit ce même contenu en ligne. Ce qui est en ligne n'est pas sacré. On va y revenir à la lecture en ligne, parce que quand on parle de lecture aujourd'hui, c'est beaucoup aussi de la lecture en ligne. Et, comment dire, bon, il se trouve que chaque fois qu'on me parle du respect dû à l'objet livre, et au livre en général, chaque fois je réponds « Mein Kampf aussi ». Alors les gens me disent « Mais pourquoi vous parlez de Mein Kampf ?» Je dis « Mais parce que c'est un livre ». Les gens ont oublié que par le livre, on peut aussi atteindre au mal. Le livre, ce n'est pas que la littérature, ce n'est pas que le bien, c'est aussi la diffusion du mal. Mein Kampf a été le livre le plus diffusé en Allemagne dans les années 30. Il était même offert gratuitement à tous les couples qui se mariaient par le maire. Donc, chaque fois, j'ai cet exemple de Mein Kampf qui peut être prolongé par des livres d'une crapulerie étincelante, hélas, comme Les Décombres de Lucien Rebatté ou le journal de Paul Morand, qui sont brillantissimes, mais qui n'en sont pas moins des livres criminels, chacun à leur façon, et il y en a beaucoup d'autres. Alors oui, pour répondre déjà à l'une de vos interrogations, je reçois depuis environ 40 ans, j'allais dire tous les livres, non, je reçois tout ce qui paraît, sauf les guides pratiques, les livres de cuisine, hélas, parce que, bon, je ne vais quand même pas les réclamer, hein, mais... Avis aux éditeurs pour les... Oui, avis aux éditeurs qui se trouvent dans la salle et qui publient des livres de cuisine.
Je ne suis pas hostile, mais ça n'arrive jamais. Bon. Et je reçois donc à peu près toutes les nouveautés depuis 40 ans. Ça veut dire, notamment depuis le concours, je suis depuis 13 ans au concours, ça veut dire à peu près 20 à 30 livres par semaine. Alors, je vais faire comme le général de Gaulle, je vais anticiper une question qui vous brûle les lèvres. C'est ce qu'il faisait à la conférence de presse. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Oui. Je vous remercie d'avoir posé la question. Alors, qu'est-ce que j'en fais? D'abord, bon, il y en a un certain nombre que je trie. La première chose, par rapport à tout ce qui arrive tous les jours, puisque je n'ai pas d'assistant ni de secrétaire, j'ouvre les paquets moi-même, ce que Bernard Pivot a fait toute sa vie. Alors qu'il avait une assistante, mais il a trouvé un grand plaisir, une grande volupté, y compris au magazine Lire, où on travaillait ensemble, à ouvrir les paquets le matin, parce que c'est la découverte. Et en même temps, on s'arrache aussi les doigts parfois. Et ça maintient en forme. Pardon? Ça maintient en forme. Oui, oui, quand même. Alors, à la réception de ces livres, le premier geste, c'est le tri. Ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Alors, ce que je ne garde pas, les premiers qui en profitent, ce sont mes voisins, puisque je les mets sur le palier. Je les mets sur le palier et tout l'immeuble se sert. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que je continue à donner à des institutions, à une condition, qu'on vienne les chercher. Parce qu'il y a quand même, bon, notamment, je donne à des paroisses. Parfois, il y a des paroisses qui me disent « Ah, formidable, oui, vous nous les déposez quand ?» Je dis « Vous ne croyez quand même pas que je vais vous les déposer ?» Parce que c'est quand même déjà assez lourd comme ça. Et donc, les personnes ou les institutions qui me demandent de les déposer, c'est non. Mais j'ai, par exemple, fait la bibliothèque des malades et des médecins de l'hôpital Pompidou, parce que le gendre de ma voisine du dessous est chirurgien à l'hôpital Pompidou. Voilà, bon. Bref, ou à des prisons aussi. On peut donner à des prisons et à d'autres, et puis à des tas d'amis qui me demandent des livres. Voilà. Ce que je garde, je sais que c'était une de vos questions, on en avait parlé. Alors, ce que je mets de côté, ou plutôt ce que je donne aussi, c'est ce dont je ne peux rien faire. Parce que je suis un lecteur professionnel, on m'envoie des livres pas pour me faire plaisir, on m'envoie des livres pour que j'en parle, d'une manière ou d'une autre, quel que soit le relais médiatique. Donc, si je ne peux rien en faire, par exemple, je ne sais pas, enfin, non, il n'y a pas d'exemple. Si je ne peux rien en faire, je les élimine en les offrant, en les donnant. Ensuite, les deuxièmes livres que j'élimine aussi, c'est ce que j'appelle les livres que ce n'est pas la peine. Et ça se voit tout de suite, hélas. Il y a des livres que ce n'est vraiment pas la peine. Des livres inutiles, par exemple, des livres liés de manière trop évidente aux soucis de l'actualité. Ce n'est pas la peine, pourquoi? Parce qu'à peine sont-ils imprimés qu'ils sont déjà démodés. Il suffit d'allumer la radio pour savoir qu'ils sont démodés. Ceux qui sont, par exemple, en prise avec un conflit, une guerre, ou sur des sujets trop sociétaux, ça évolue tout le temps. Or, bon, c'était déjà compliqué avant, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça n'a plus de sens. L'information va si vite que ce sont des livres qui sont démodés. Dans les livres que ce n'est pas la peine, je mets au premier rang les livres des hommes politiques, parce qu'ils ne sont pas faits pour être lus. Du tout. J'en ai lu quelques-uns, je peux vous le confirmer. Ils sont faits pour être affichés, c'est-à-dire ils sont faits pour servir de tribune à des hommes politiques et pour être affichés dans des librairies et pour provoquer des rencontres entre l'homme politique et ses lecteurs. En fait, ce sont ses électeurs. Donc ça n'a rien à voir avec, évidemment, la littérature, mais ça n'a rien à voir avec l'édition même. Et pour moi, ce sont des livres qui sont là que pour l'affichage et qui donc encombrent la librairie. On n'a jamais oublié que les librairies n'est pas extensible à l'infini. Les murs ne sont pas extensibles. Vous savez, bon, il y a un livre qui est un pilier pour moi, qui est Lettre à un jeune poète de Rilke. Eh bien, il y a une expression qui est essentielle dans ce qu'il donne comme conseil aux jeunes poètes, Capus. Il dit « il ne faut pas écrire sans nécessité ». Eh bien, j'ai envie de dire « il ne faut pas lire sans nécessité ». Je veux dire qu'il y a des livres dont on voit tout de suite qu'ils n'ont pas été écrits par nécessité, quelle qu'elle soit.
qu'ils ont été écrits parfois pour rien, parce que c'est soi-disant une bonne idée, etc. Troisième chose, préciser une chose, c'est que de même que écrire ne correspond pas à une idée, à un sujet, à un thème, mais à un désir. Il n'y a rien de pire que quand on vous dit « Ah, votre nouveau livre, c'est une très bonne idée ». Ça, pour moi, ça tue le livre. Et j'explique toujours que s'il n'y a pas de désir d'écrire un livre, un désir profond, irrépressible, eh bien, ça ne peut pas marcher. Profondément, ça ne peut pas marcher. Alors, et c'est pareil pour la lecture. Il faut qu'on ait quelque chose qui vous porte vers un livre, un auteur, peu importe, quelque chose qu'on ne peut pas réprimer et qui vous donne vraiment envie de le lire. Après, on peut être déçu, c'est autre chose. Les livres que je regarde en priorité dans ce qui arrive tous les jours, c'est d'abord les livres d'auteurs que je connais, tout simplement. Je les connais pour les avoir lus, parfois je les connais personnellement, parce qu'à force, j'en connais quand même beaucoup, et j'ai envie de savoir, j'ai envie d'avoir de leurs nouvelles, savoir où ils en sont. Par exemple, Patrick Modiano, je lis ses livres depuis le premier, parce que voilà, j'ai envie de savoir si c'est toujours pareil, ou si c'est un peu autre chose, etc. Je suis rarement déçu. Alors, il y en a d'autres, il y a d'autres auteurs comme ça qui écrivent depuis longtemps, je suis depuis longtemps. C'était le cas de Sebald. Bon, je lis beaucoup de littérature étrangère, donc ne soyez pas surpris si je cite beaucoup d'auteurs étrangers. Javier Cercas, espagnol. Antonio Muñoz Molina, je lis beaucoup de littérature espagnole. J'ai envie d'avoir de leurs nouvelles en permanence. Donc ça, ce sont ceux que je regarde en premier, je les mets de côté pour les regarder. Ensuite, il y a des livres dont on m'a parlé, soit personnellement, soit dont j'ai entendu parler par les réseaux sociaux, mais aussi par les journaux, par les critiques, par d'autres écrivains. Donc j'ai envie d'y aller voir. Ensuite, il y a la couverture, tout simplement. S'agissant d'auteurs qui me sont inconnus, premier roman, mais parfois même pas premier roman, la couverture peut avoir un attrait, elle peut intriguer, comme elle peut intriguer n'importe lequel d'entre nous dans une librairie, on peut être attiré par quelque chose. Et après la couverture, la quatrième de couverture, il y a toujours une chose qui m'était apparue totalement inutile dans les quatrièmes de couverture, mais qu'on voit souvent, ce sont, à propos de l'auteur, les diplômes. On ne vous dit pas toujours si c'est son troisième ou cinquième roman, ce qui peut avoir de l'intérêt, ou biographie, mais on vous dit qu'il est normalien. Et alors ? Comme si c'était un brevet d'écriture, de qualité littéraire, alors que ça n'a rien à voir. Et il y en a qui en mettent des tartines sur des diplômes, et ça n'a aucun rapport ni avec le contenu du livre, ni avec sa qualité. Mais ça, pour le faire comprendre aux éditeurs, j'avoue que c'est difficile. La lecture, c'est une affaire de bonheur, de plaisir, c'est une affaire de plaisir personnel. Voilà. Si un livre vous ennuie, c'est tout simplement qu'il n'a pas été écrit pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Et c'est ce que je dis très souvent à des gens qui me soumettent, pas seulement des livres, et que je ne connais pas, par Internet, les mails, et non, qui me soumettent un manuscrit. Bon, je ne peux pas les lire parce qu'il y en a trop, mais de temps en temps, j'en lis quelques-uns, quand je connais la personne ou autre, ou que je l'ai croisé. Et je ne dis jamais que ce n'est pas un bon livre. Si le livre me tombe des yeux, je dis toujours, je ne suis pas le bon lecteur pour ce livre-là. Parce que tout simplement, j'en suis persuadé, il y a des lecteurs pour chaque livre. Moi, par exemple, il y a des domaines de la littérature qui m'échappent, comme la science-fiction. J'ai du mal à m'y accrocher, donc je ne fais pas d'efforts. Voilà. Ça ne veut pas dire que le livre est mauvais. J'en ai lu quelques-uns qui m'avaient plu, mais en général, je passe à côté et je n'ai pas de culture de ce côté-là. Eh bien, je ne vais pas le condamner, évidemment pas. Non, je ne suis pas le bon lecteur. En revanche, quand un livre, à mes yeux, est mauvais, je réagis comme face à un mauvais film, de mon point de vue, une mauvaise pièce. Je suis implacable vis-à-vis de l'auteur. C'est-à-dire que je le poursuis de ma haine, parce qu'il m'a fait perdre 2 heures de ma vie.
Et ça, c'est irremplaçable. Si vous vous accrochez dans un livre, vous voulez absolument aller jusqu'au bout, pour moi, ça me prend un jour ou deux de lire un livre, quand même. Eh bien, si un auteur, pour une raison X, a écrit un mauvais livre et que j'ai été obligé de le lire pour faire un article ou pour en faire un compte-rendu, eh bien, s'il m'a fait perdre un jour ou deux de ma vie, mais c'est énorme quand on y pense. Et je pense qu'on réagit tous comme ça. Sauf que nous, on n'a pas toujours l'occasion, vous, de voir l'auteur. Moi, j'ai souvent l'occasion de voir l'auteur. Je n'ai pas souvent l'occasion de lui dire ce que je pense, comme je vous le dis là, mais j'aimerais bien. C'est pour ça que je le dis là maintenant. Il y a une phrase de Borges à laquelle je pensais en venant, que j'aime beaucoup. Parce que, d'abord, bon, je me réfère souvent à Borges, parce que je l'admire énormément, mais il disait ceci, que d'autres se flattent des livres qu'ils ont écrits, moi, je suis fier de ceux que j'ai lus. Ça pourrait servir d'incipit pour votre cours, votre semestre. C'est magnifique. Comme vous le notez, je vais vous le répéter, que d'autres se flattent des livres qu'ils ont écrits, moi, je suis fier de ceux que j'ai lus. C'est vrai que moi aussi, je suis fier. Il n'y a pas du tout de pédantisme ni de snobisme là-dedans. Je suis très fier de ceux que j'ai lus, parce qu'ils m'ont nourri, et parce que je dois, évidemment, aux écrivains, à beaucoup d'écrivains, pas seulement. Et je leur dois, et je paye ma dette en permanence. Je sais que ça ne se fait pas beaucoup en France, ça se fait beaucoup en Amérique latine. Carlos Fuentes, Vargas Llosa et d'autres ne font jamais une conférence sans payer leurs dettes à Faulkner, etc. etc. En France, un écrivain français, il aurait l'impression de déchoir en payant sa dette, alors qu'au contraire, on s'élève. Si c'est vis-à-vis d'écrivains qui vous sont supérieurs, ça vous élève. Moi, il y a des auteurs que j'ai aimés, et je suis toujours triste de constater qu'on ne les lit plus et ils sont restés au purgatoire. Parce qu'après la mort d'un écrivain, en général, même un très bon écrivain, il y a un purgatoire, comme vous le savez. Proust est un des rares à y avoir échappé, mais en général, beaucoup y passent et bon, certains y restent. Vous savez qu'il y a encore 10 ans, je me souviens avoir fait un article là-dessus, on ne trouvait pas Bernanos en librairie, 10-15 ans. On ne trouvait pas en livre de poche, on trouvait pas. Il a été réédité il n'y a pas très longtemps, l'ensemble dans une très belle collection, et à nouveau Le Poche l'a publié, mais même des livres pas trop compliqués. Et j'ai demandé autour de moi, mais pourquoi on ne peut pas trouver Bernanos ? Et on m'a répondu tout simplement parce que les héros de Bernanos, qui sont des prêtres, très souvent, en tout cas des catholiques, ont des crises existentielles qui ne concernent plus les lecteurs d'aujourd'hui. C'est ça qu'on m'a répondu. Alors c'est vrai que Sous le soleil de Satan, aujourd'hui, qui va s'identifier à l'abbé de Nissard et à quelques autres héros, personnages de Sous le soleil de Satan. Et c'est très dommage parce que c'est un immense écrivain. Et pareil, mais là on m'a fait une autre réponse, pareil pour Giraudoux. Giraudoux, il y a encore plusieurs années, on ne le trouvait pas facilement. En tout cas, pas dans des collections populaires. Et j'avais posé la question à quelqu'un que je voyais beaucoup, qui était Raoul Girardet, qui est un historien, professeur, qui a disparu maintenant. On a fait un livre ensemble. Et en faisant son livre, il m'avait dit, pour moi, le grand écrivain, c'est Giraudoux, mais on ne le trouve plus. Moi, je lui ai dit, mais pourquoi on ne le trouve plus ? Il me dit, parce qu'on ne le lit plus. Je dis, mais pourquoi on ne le lit plus ? Il m'a dit, parce que Giraudoux écrivait un français tellement beau, tellement précieux, tellement magnifique, qu'il n'y a plus personne aujourd'hui en France pour le comprendre. Il disait que sa langue n'était plus compréhensible par les Français d'aujourd'hui. Ça, c'est aussi très triste. Alors, même par rapport à, à la lecture et par rapport à ces écrivains qui ont été au purgatoire, je voudrais vous citer une réflexion de votre cousin, Groucho Marx. Eh bien, c'est une réflexion que j'ai entendue à l'émission Réplique samedi dernier. Elle est toute simple. Il y a dans chaque vieux un jeune qui se demande ce qui s'est passé. J'y pense depuis samedi dernier,
ça me... C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est pas votre cousin, non? Non. Apparemment, non. Non. Mais il était d'origine alsacienne, comme moi. Oui. Alors, comment je lis? Il dit, parlez de comment vous lisez. Ben, je commence par le paratexte, comme disait Gérard Genette. Le paratexte, c'est-à-dire tout ce qui est autour. C'est-à-dire, on va en parler. Hein. D'abord, la table des matières, le sommaire, etc. Je regarde le plan. Ce qui m'intéresse dans le plan, surtout s'agissant du plan des biographies, c'est les moments de rupture. C'est ça qui m'intéresse. Il n'y en a pas 50, il y en a 1 ou 2, 3 dans une vie, où on peut dire qu'il y a eu un avant et un après. Et j'aime voir comment le biographe s'y est pris pour séparer ces moments dans la vie de son héros. Ensuite, le feuilletage. Voir s'il y a des dialogues ou pas. Déjà au feuilletage, on peut s'apercevoir si ça parle ou ça ne parle pas, en tout cas au style indirect ou au style indirect. Donc des dialogues, voir quelle est la typographie qui est utilisée. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important. La question du confort de lecture. Il y a des livres aujourd'hui fabriqués de plus en plus, y compris chez les grands éditeurs, de manière économique, et donc il n'y a plus de marge. Et donc quand vous tenez le livre, comme on a rogné les marges pour faire moins de papier, pour qu'il y ait moins de pages, quand vous tenez le livre, vous avez les doigts sur des mots. Et il faut retirer les mots pour lire. Ça, c'est l'économie d'aujourd'hui. Les intertitres, les blancs. Alors les blancs, c'est les blancs... par exemple, là où il y a beaucoup de blancs, c'est chez Amélie Nothomb, vous voyez. Il n'y a même que du blanc, d'ailleurs, j'ai l'impression, parfois. Parce que le livre fait 120 pages, mais comme vous le lisez en moins de temps qu'un que sais-je, il n'y a que du blanc. En revanche, l'anti-Amélie Nothomb, c'est Thomas Bernhardt, qui est un fantastique auteur allemand, et Thomas Bernhardt, qui suffoque quand il écrit, et qui veut emmener le lecteur dans la suffocation. Eh bien, il l'asphyxie en ne laissant aucun paragraphe. Il n'y a pas de blanc, et ça, c'est formidable. Extinction, par exemple, c'est fait comme ça. Il n'y a que dans les pièces qu'on respire un peu, mais sinon, dans les textes, c'est fascinant, parce qu'on ne réclame pas d'aération, parce qu'on sait qu'on va être asphyxié, et que c'est aussi le projet littéraire de l'auteur. Les épigraphes. Alors, on ne dit pas l'exergue, mais l'épigraphe, je sais que c'est pédant de le dire comme ça, mais ce n'est pas grave, c'est-à-dire une épigraphe, des phrases, la plupart du temps, qui sont mises... voilà. Hier soir, je relisais quelque chose de George Steiner, et on avait eu un dialogue un jour à la BNF, et il m'avait dit « Oh, quelle volupté que d'inventer des citations de Hegel, j'en mets partout. » Alors, je me suis dit, la prochaine fois que je lirai Steiner, j'irai vérifier quand même si Hegel a vraiment dit ça. Mais ça m'a rappelé que, c'est l'ambassadeur du livre. Hein. L'épigraphe, c'est le chevau léger. C'est ce qui va annoncer le livre. Alors, il y en a qui mettent toujours Aristote, Schopenhauer, etc. Nietzsche. C'est la Bible et Shakespeare qui ont le plus de succès, en général. Mais il y a beaucoup d'épigraphes qui sont là pour épater la galerie. Moi, je préfère des épigraphes qui annoncent vraiment les choses. Je me méfie juste des épigraphes qui sont fausses. Alors, Hegel avec Steiner, mais il y en a une, comme j'ai eu un débat là-dessus avec lui, je peux me permettre de le citer, hein, il s'est déjà défendu. Yannick Enel, pour son Jan Karski, avait mis en épigraphe une phrase d'un auteur qui m'est très très cher, qui est mon poète de chevet, Paul Celan. Et cette phrase, c'est un vers de Paul Celan. Personne ne témoigne pour le témoin par rapport à la guerre, à la Shoah, etc. Et lui, il a mis qui témoignera pour le témoin. Alors, niemand, en allemand, niemand, c'est personne. Il n'y a pas de doute. On peut faire plein de traductions de toutes les manières qui soient, c'est comme ça. Et il m'a dit, oui, mais c'était mieux, etc. J'ai dit, non, je suis désolé, moi ça me choque. Il n'y a rien à faire, ça me choque, parce que c'est un détournement de sens. Donc, méfiance. Et puis, je regarde aussi l'épître dédicatoire, l'exergue, je regarde à qui c'est dédié. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir si à la fin, il y a une bibliographie. Dans un roman, ce n'est pas obligatoire.
Au contraire, c'est l'imagination. Mais il y a des romans qui sont en prise avec l'histoire. Je ne parle pas seulement des romans historiques, où c'est évident. Ce que je fais, moi, c'est de la mise en scène de l'histoire par la littérature. J'estime que la moindre des choses, c'est qu'il y ait une bibliographie. Et j'en ai mis à la fin de Lutetia, de Sigmaringen. Il faut payer ses dettes. Du nageur, parce que j'ai utilisé des livres d'historiens, et même très souvent des thèses d'historiens qui sont très, très utiles, etc. Il y en a qui estiment que non. Et là-dessus aussi, j'ai eu un débat avec quelqu'un, après avoir écrit un article, Jonathan Little, à propos des bienveillantes, quand même 800 pages, totalement nourries des travaux des historiens. Sans les historiens, il ne peut pas faire 5 pages sur les grades des officiers. Il ne peut pas inventer tout ça. Et sur les camps, sur tout ça. En premier lieu, sur le travail de Raoul Hilberg et de Jan Kershaw, enfin de tous les grands historiens du nazisme. Et donc, dans un article, je le reprochais. Puis un jour, on s'est rencontrés, on a eu un débat. Il me dit, mais pourquoi vous me reprochez ça? Je dis, mais parce que je suis désolé, c'est ingrat. Vous les avez pillés? Oui ou non? Il me dit, bien sûr. Je dis, mais alors, c'est la moindre des choses. Oh, mais il me dit, vous savez, c'est un roman. Je dis, oui, d'accord, mais c'est un roman, mais sans eux. Est-ce que vous l'auriez pu l'écrire? Pas comme ça, en tout cas. Et donc, c'était irréconciliable, nos positions. J'ai essayé de le convaincre en lui montrant que, par exemple, Philip Roth, qui est un authentique romancier, bien, quand il avait écrit The Plot Against America, le complot contre l'Amérique, sur Lindbergh, etc., à la fin, il y a une bibliographie. Parce qu'il écrit, il dit, cette fois-ci, pour ce livre-là, sans ces livres-là, je n'aurais pas pu l'écrire. Bon, il me dit, mais Philippe Roth, il fait ce qu'il veut. Alors, j'ai compris qu'il ne fallait pas insister. Ah. Voilà. Quand vous me demandez comment j'écris, je crois que je vous ai dit tout de suite, comment je lis, pardon, je lis un stylo à la main, tout le temps. Si je n'ai pas de stylo, je ne peux pas lire. Parce que j'écris dans les livres. Parfois, ce sont des épreuves, parfois, ce sont des livres, et très souvent, c'est aussi des PDF. Je lis beaucoup sur écran pour une raison, c'est que l'été, c'est là où on lit le plus au Goncourt. Je ne peux pas emmener 60 livres en train, là où je vais. Et donc, je suis le seul à demander qu'on m'envoie des PDF. Quand Virginie Despentes était jurée, elle s'est jointe à moi, et on était 2 à demander des PDF. D'abord parce que on peut avoir 150 livres dans son ordinateur, comme ça. Ensuite, parce que je prends des notes, mais en ligne. Et je surligne beaucoup de choses. Et je peux retrouver des mots par la recherche, la fonction recherche. Donc, c'est très, très utile. Mais quand j'ai dit ça au Goncourt, ils m'ont dit « Ah non, non, on lit sur papier. » Je dis « Écoutez, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais lire comme ça, parce que les gens du Goncourt, ils ont tous des maisons de campagne, et quand ils vont en vacances, ils vont dans leur maison de campagne, dans leur propriété. Et je dis, moi, je suis nomade, je vais d'un endroit à l'autre, je prends le train, je prends ma valise. Bon. Et donc, pour tout vous dire, quand je suis arrivé au Goncourt, je suis arrivé avec Philippe Claudel. On a été élus les 2 en même temps. Et notre première réunion, on était très impressionnés. Donc, et là, il a fallu faire des comptes rendus de lecture, tous. Alors, ils ont tous sorti leur petit bloc-notes ou leur morceau de papier. Et Claudel et moi, sans se concerter, on a sorti notre ordinateur. Et alors là, Régis Debray, le médiologue, qui est un ami, hein, attention, il dit « Ah non, il n'en est pas question ». Je dis « Mais qu'est-ce que ça peut vous faire ?»« Ah non, il n'en est pas question. Ici, non. On ne fait pas rentrer cet objet chez Drouin, qui n'est jamais qu'un restaurant. Hein. Enfin, bon, c'est le salon des Goncourt. » Il dit « Non, ça ne va pas. » Je dis « Mais enfin, Régis, tu as bien un téléphone portable ?» Il me dit « Oui, mais je ne m'en sers pas. » Je dis « Bon, d'accord. Mais quand même, ça a fait un tel scandale qu'on a rangé l'ordinateur et on ne l'a plus ramené. Et quand il a démissionné, on l'a ramené. Bon. Mais il n'aime pas les ordinateurs, c'est d'accord. Donc, j'ai aucun respect pour les livres objets. Encore une fois, sauf les Pléiades. Parce que les Pléiades, c'est intouchable. C'est intouchable. Vous êtes rassurée, hein, madame? Oui. Oui. Non, parce que ça, c'est quand même... Pour moi, c'est la seule collection, c'est le seul ensemble de livres que je pourrais conserver et me débarrasser de tout le reste, même si le reste m'importe énormément, parce que, voilà. Et je fais partie de ceux, pas si nombreux, qui lisent
dans la Pléiade, qui lisent vraiment. Parce que beaucoup de gens vous disent non, je leur achète le texte en livre de poche, mais je le conserve dans la Pléiade. Moi non, je lis dans la Pléiade, parce que d'abord il y a beaucoup de pages, et ensuite il y a des notes exceptionnelles. Ce n'est pas à vous que je vais dire ça, mais c'est un travail scientifique exceptionnel. Donc je lis sur écran, Parceau et Gambade. Quand je reçois un roman, je me pose deux questions. La première, je la dois à Cartier-Bresson, parce que c'est un ami, et il m'a toujours dit, quand tu lis un livre, c'est comme quand tu regardes une photo ou que tu découvres un film. Il faut te poser une question simple. De quoi s'agit-il? Il me dit, ça fait 90 ans que face au spectacle du monde, tous les jours, je me demande, face à quelque chose, à une situation, et surtout à un objet d'art, un livre, ou un film, ou un tableau, surtout des tableaux, de quoi s'agit-il? Ça ne veut pas dire quelle est l'anecdote, surtout pas l'anecdote, mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on a voulu me dire? Et moi, la deuxième question que je me pose face à un livre quand je le reçois, une fois que je l'ai lu, qu'est-ce que ça dit d'autre que ce que ça raconte? Ça a l'air tout simple, c'est pas aussi naturel comme réflexe que ça. Parce que c'est évident que les romans, d'une manière ou d'une autre, y compris d'une manière expérimentale, racontent une histoire. Ça fait quand même, depuis Homère, on se raconte des histoires. Chacun à sa façon. Et pour moi, le plus grand raconteur d'histoire qui est à mon chevet, j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, William, c'est le Quichotte, Cervantes. Parce que ça, c'est une leçon de liberté. Et chaque fois qu'on reçoit des livres un petit peu prétentieux qui prétendent inventer une forme nouvelle, etc., j'ai envie de dire à l'auteur, mais Cervantes est allé bien plus loin que vous il y a plusieurs siècles déjà. On n'invente rien par rapport à ça. Il est d'une telle liberté formelle, esthétique et même intellectuelle qu'on n'est rien à côté. Donc j'y reviens tout le temps. Donc qu'est-ce que ça dit d'autre que ce que ça raconte? Où je lis? Ça aussi, vous m'avez demandé où je lis. Partout sauf au lit. Parce que comme beaucoup de gens lisent au lit, donc je le précise tout de suite, parce que dans un lit, on s'y endort facilement, quelle que soit la position. Et moi, je ne prends pas un livre pour m'endormir dessus. Donc je lis énormément dans les transports en commun, donc dans le métro, dans le bus, beaucoup dans le train et dans les avions. Et chez moi, dans un fauteuil, tout simplement. Il y a une chose que je bannis pendant la lecture et pendant l'écriture, c'est la musique. Et je n'ai jamais pu comprendre comment Claude Lévi-Strauss pouvait écrire ces livres magnifiques tout en écoutant France Musique. Surtout que France Musique, ce n'est pas toujours de la musique, hein, comme vous le savez. Et lui, il disait que ça lui était indispensable. Et je trouve ça admirable. Une des choses que je maintiens toujours dans mes cours avec les étudiants, c'est non seulement de les enjoindre à ne pas écouter de musique, mais surtout à ne pas le faire même en cours. Parce qu'un étudiant aujourd'hui, quand il doit écrire en cours et dans le silence de la salle, il a 2 écouteurs, il a son écran, il tape un texte, à gauche il y a Facebook, à droite il y a Twitter, plus bas il y a Instagram, et son téléphone portable qui envoie des tas de messages de partout, et il écoute de la musique. Et avec ça, il écrit. Et moi, ce que je me tue à leur expliquer, c'est qu'il s'agisse de lire ou d'écrire, ce qu'on lit et ce qu'on écrit, c'est déjà de la musique. Donc ça ferait concurrence. Comme image, je leur dis toujours, vous imaginez si vous aviez ici du Bach et ici du Jimi Hendrix. Il n'y aurait pas un hiatus, il n'y aurait pas un conflit. Il me dit, bah oui, monsieur, évidemment. Je dis, ben ouais, c'est pareil. Là, vous lisez du Bach et là, vous avez du Jimi Hendrix. Comment ça peut marcher? Ce qu'on lit, c'est de la musique.
On m'avait demandé aussi comment je répartissais mon temps lecture, écriture. Je ne répartis pas. Ma Bible, mon totem, c'est la couverture du livre de Julien Gracq, En lisant, en écrivant. Il n'y a pas de virgule entre les deux. S'il y avait une virgule, il y aurait une séparation entre lire et écrire. En lisant, en écrivant, en d'un seul mot, d'un seul trait, il n'y a pas de... Voilà, c'est un tout. Je lis, j'écris tout le temps. Voilà, tout simplement. Une petite parenthèse sur la lecture in situ. Lecture in situ, 3 fois j'ai essayé de lire dans le lieu que je pensais idéal. Quand j'ai fait la biographie de Simenon, j'ai fait un peu le tour du monde pour aller partout où il avait été. Et un jour, j'ai échoué à Lakeville, un village du Connecticut, où il a passé 5 ans. Et alors, je me suis posté dans le seul restaurant de la ville, à l'entrée, sous la tonnelle. C'était un samedi soir. Et je me suis mis à lire un de ses livres pour voir ce que ça faisait. Résultat, ça ne m'a rien fait. Mais en revanche, ça m'a valu je ne sais combien de personnes qui rentraient dans le restaurant et qui m'ont interrompu en me disant « Vous savez qu'il a habité ici, ce monsieur ?» Bon. Donc, expérience ratée. La deuxième fois, j'ai essayé de lire du Borges au cimetière de Plainpalais à Genève. J'ai fait des photos de sa tombe, etc. Et je me suis dit « Tiens, je vais lire du Borges ». Ça ne m'a rien fait non plus. Et la dernière fois, quand j'enquêtais sur l'hôtel Lutetia, l'hôtel m'a proposé de passer une semaine et j'ai bien accepté de vivre là-bas une semaine parce que je voulais, par exemple, capter des sons. Vous savez, le matin, dans une chambre, est-ce qu'on entend à l'hôtel Lutetia le bruit des plateaux sur des roulettes, sur des petits chariots à roulettes pour le petit déjeuner? Il y a des hôtels où on les entend, mais là, les murs sont tellement épais qu'on ne les entend pas. Alors, c'est le genre de détail qui m'intéressait. Et je me suis dit, puisque je passe une semaine là-bas, je vais écrire une partie de mon livre là-bas. Et en fait, j'ai pu écrire Lutetia partout dans le monde, dans tous les endroits, des gares, des bibliothèques, sauf au Lutetia. Donc, il ne faut pas essayer, ça ne marche pas. Oui, il y a des écrivains lecteurs. Il y en a 2 auxquels je pense, c'est Paul Celan et Borges. Pourquoi? Parce que dans les 2 cas, il y a eu des livres sur leur bibliothèque. Et ça, je trouve ça formidable. La bibliothèque philosophique de Paul Celan, poète, éditée par Normal Sup, et celle de Borges, chez un petit éditeur, c'est traduit de l'espagnol. Ce qui est formidable, c'est de voir dans leurs livres comment ils écrivaient dans les marges. C'est pas qu'ils réécrivent le livre, mais presque. Ils le réécrivent à leur façon, des passages. Et c'est dommage parce qu'on ne sauvegarde pas ça, des bibliothèques d'écrivains, pas beaucoup. Hein. Ça prend de la place. Pas tellement. Vous savez, moi, je suis à l'IMEC. Je peux vous dire qu'à l'IMEC, c'est d'abord les papiers, mais quand on nous propose une bibliothèque, tout de suite, on imagine l'endroit où on va devoir la mettre. Je ne sais pas si vous avez beaucoup d'exemples. Ouais, j'ai un exemple. L'idée, c'est souvent de préserver les annotations de l'écrivain avant que les livres ne soient dispersés. C'est ce qui a été fait pour la bibliothèque de Paul Valéry, par exemple. Donc, oui, mais une manière le crève-cœur, c'est la dispersion. Là, il y a eu la vente les héritiers de Drieux-La Rochelle sont morts. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient, mais ils avaient tout. Ils avaient pratiquement tous les manuscrits de Drieux-La Rochelle originaux, plus toute sa bibliothèque. J'ai regardé le catalogue avec des tas de livres de Cocteau dédicacés de Philippe Soupeau, de tous les gens qu'il a connus. Par exemple, pour le livre La bibliothèque de Borges, j'ai découvert qu'il lisait Rabelais en anglais. Ça change tout, non? Surtout qu'il parlait très bien le français en plus. Il lisait beaucoup en anglais, c'est vrai. Oui, oui d'accord, mais enfin Rabelais quand même. On arrive à 18 ans. Borges disait on peut lire tous les livres de la bibliothèque la plus complète et être sans instruction. Mais on peut lire 10 pages d'un grand livre, mais avec une acuité sans égale et être parfaitement instruit. Ce qui compte, ce n'est pas tout ce qu'on a lu, c'est l'acuité avec laquelle on a retenu. Moi, je pars du principe que quand je vais à une conférence ou quand je lis un livre, si je repars d'une conférence ou d'un livre avec une phrase, mais une phrase exceptionnelle,
je n'ai pas perdu mon temps. Par exemple, pour un père de famille, la pensée de ne pas être en mesure d'aider ses enfants est intolérable. Bon, j'avais lu ça dans Le Liseur, Der Vorleser, de Bernhard Schlink. Eh bien, j'avais adoré ce livre, pour plein de raisons. Mais cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Elle m'a marqué. Pas une phrase compliquée. Bon, comme ça, le temps presse. Alors, je me dépêche. Juste pour vous dire aussi que j'essaye de relire tous les 2-3 ans La recherche du temps perdu, avec un stabilo. Pourquoi? Parce que je pars du principe que tous ceux qui écrivent épuisent le stock lexical qui est le leur. On répète tout le temps les mêmes mots. Quand on écrit beaucoup, ce qui est mon cas hélas, même quand on écrit peu, on a un stock de mots, on a des formules, on a des tics d'écriture, et ça revient tout le temps. Si on ne le renouvelle pas, on se fige. Et donc pour le renouveler, je relis des classiques régulièrement, Flaubert, Faulkner, Balzac, Dostoïevski. Mais Proust, c'est à part. Parce qu'à chaque fois que je le relis, je trouve des mots que je ne connaissais pas. Pas des mots compliqués. L'important, c'est la combinatoire. Et à chaque fois, je note dans les marges et sur un petit carnet ce que j'ai appris. Je n'ai pas beaucoup parlé du Goncourt. Le Goncourt, c'est simple, nous sommes tenus par un testament et par un règlement. Ce qui n'est pas du tout le cas des autres. On existe depuis un peu plus d'un siècle. S'il n'y avait pas ce testament, etc., on ne serait pas le prix littéraire, je précise, le plus connu au monde. Vous allez dans une librairie de Mexico, il y a des livres où il y a marqué soit Premio Goncourt, soit Prix Goncourt. Avec la bande, vous pouvez aller en Angleterre, aux États-Unis, la marque Goncourt, c'est d'une puissance inouïe, beaucoup plus que les autres. Et alors, à chaque fois on me dit le Nobel, mais le Nobel récompense une œuvre. Le Goncourt récompense un livre. Ce n'est pas la même chose. Un livre publié dans l'année. Donc un livre de langue française, quelle que soit l'origine. Il peut être québécois, il peut être d'ailleurs... Boum Garsar est sénégalais, il l'a eu il y a 2 ans le concours, mais il écrit en français. C'est ça qui compte. Il y a d'autres exemples. Donc on est tenu par un règlement, on se réunit tous les mois, toute l'année, un mardi pour déjeuner, mais d'abord pour avoir une réunion et ensuite pour déjeuner. Et notre salle de travail, c'est le salon Goncourt chez Drouan. Il faut toujours travailler avant le déjeuner, parce qu'après c'est plus compliqué. C'est plus prudent. Et ça fait donc cette tradition dure depuis. Voilà. Il n'y a qu'en été qu'on ne déjeune pas. En juillet et août, on ne déjeune pas parce que tout le monde est très loin. Donc là, depuis 7-8 ans, c'est une idée de pivot, ça, on s'écrit. C'est-à-dire que pour ne pas arriver début septembre avec 150 bouquins à discuter, ça prendra un temps fou, on s'écrit toute l'année, tout l'été, pour échanger des sentiments, des impressions sur ce qu'on lit. Alors ça peut faire 2 lignes, ça peut faire 20 lignes, 30 lignes, on s'envoie des rapports de lecture qu'on fait circuler entre nous, soit pour dire « il faut absolument que vous lisiez ça, si vous ne l'avez pas lu », soit pour dire « ça, c'est à fuir », soit pour dire « voilà pourquoi j'ai aimé tel livre ou tel livre ou tel livre ». Et ça permet, quand on arrive début septembre, pour la réunion de rentrée, qui est celle où on fait notre première liste, d'avoir quand même pas mal élargi des choses, et ça permet d'avancer, quoi. Les critères de jugement, évidemment, au départ, c'était les littératures naturalistes. Ça a évolué. Et là, je peux vous dire que dans l'évolution récente, on a eu un débat pour le dernier Goncourt à propos de Neige Sino, Triste Tigre, qui est de toute évidence le livre qui domine la rentrée littéraire, de toute évidence. Et là-dessus, on était tous d'accord. Mais le problème, c'était le statut du livre, étant donné qu'elle-même disait que ce n'est pas un roman. C'est à la fois un essai, une autobiographie, etc. Et étant donné que ce débat, on l'a au Goncourt depuis les années 50. Ça a commencé, parce que comme je gère les archives Goncourt,
il y a une lettre de l'Académie Goncourt à Claude Lévi-Strauss. Monsieur, le livre n'était pas sorti, c'était Triste Tropique. Il allait sortir. Nous avons tous lu Triste Tropique, où nous voulons vous dire notre admiration. Malheureusement, le statut de votre livre nous interdit de le couronner. Parce que ce n'était pas un livre de fiction. Et donc depuis, il y a un débat. Le débat est réactivé régulièrement. Il a été réactivé à propos de Alias Caracalla de Daniel Cordier et aussi du Lièvre de Patagonie de Claude Lanzmann. Parce que, bon. Et puis il a été réactivé à nouveau pour le Lambeau de Philippe Lançon. Grand livre, mais qui n'est pas du tout une fiction, pas du tout. Et à nouveau pour Triste Tigre de Nashino. Et là, on a décidé que ça serait maintenant du cas par cas. Parce qu'on a bien regardé le testament, il y a marqué le livre de prose, ou la prose, aura la préférence. Mais à partir du moment où ça a la préférence, ça veut dire que d'autres possibilités existent. Ça ne ferme pas la porte. Donc, voilà, ça sera du cas par cas. Et Nashino aurait eu le concours cette année si le prix Féminin ne lui avait pas été décerné juste avant nous. Parce que nous ne voulons pas, par respect, par amitié pour les libraires, qu'un seul roman ait 2 grands prix. Parce que pour les libraires, c'est vraiment un sale coup. C'est arrivé 2 ou 3 fois. Patrick Rambaud pour La Bataille, Jonathan Littell pour Les Bienveillantes, André Makin pour Le Testament français, ont eu le Goncourt et le Grand Prix de l'Académie française. Et les libraires en ont beaucoup voulu au juré en disant « ça nous enlève une vente, c'est pas bien ». Donc, par amitié, par respect pour eux, on ne le fera pas. Sur le Goncourt, on reflète la production, on s'adapte, bien entendu, et puis aussi, pour tout vous dire, toute l'année, on met des prix et on lit. Oui. Parce qu'il y a le Goncourt de la nouvelle, le Goncourt de la biographie, le Goncourt du premier roman et le Goncourt de la poésie. Tout ça, c'est entre février et mai. Et donc, il faut lire ces livres. Chacun est chargé d'un domaine pour faire une première sélection, puis après, tout le monde lit tout. Et puis, il y a ce que vous appeliez tout à l'heure, en bavardant, la mondialisation du Goncourt, à savoir que c'est peu connu, mais depuis 20 ans, il y a maintenant une quarantaine de Goncourt étrangers, c'est-à-dire de livres de notre liste à nous, qui sont lus par des étudiants de langue et de civilisation et de littérature française dans le monde entier et qui réunissent des jurys eux-mêmes, entre étudiants, et qui votent, et qui élisent le Goncourt polonais, le Goncourt sénégalais, le Goncourt anglais, etc. Ça s'appelle le choix anglais du Goncourt, le choix polonais du Goncourt. Et c'est parrainé par nous, on n'intervient pas sur le résultat, mais on parraine. Et qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que gagne le gagnant? Il gagne d'être invité dans le pays en question. Tout est organisé par l'Institut français et l'ambassade de France. Il est invité, il fait une tournée de conférences dans tout le pays, et son livre, l'ambassade de France offre la traduction, offre le prix de la traduction à l'éditeur. Donc c'est quand même, c'est une bonne chose. Je termine, comme ça vous pouvez me poser encore une ou deux questions. Une question. Je termine avec un rêve de Virginia Woolf qu'elle racontait dans une conférence à propos de la lecture en 1926. Elle disait aux étudiants qui étaient là, « Le jour du jugement dernier, voilà le rêve que j'ai fait, le jour du jugement dernier, les importants du monde viennent chercher leur récompense. Le Tout-Puissant se tourne vers Pierre et lui désignant une foule de lecteurs, lui dit « Regarde, ceux-là n'ont pas besoin de récompense. Nous n'avons rien à leur donner ici. Ils ont aimé lire. » Merci Pierre Assouline pour ce panorama des pratiques de lecture d'un lecteur professionnel. Il ne reste que 2-3 minutes pour des questions. Une question qui me taraudait, à laquelle vous n'avez pas entièrement répondu. Parce que c'est une question un peu différente de celle au bout du compte que
que je pose dans le cours et que vous avez parlé de la lecture individuelle. Mais au bout du compte, dans le cadre du jury Goncourt, vous faites une lecture commune. Et donc, comment s'établit cette lecture commune? Vous dites que vous avez des notes, vous partagez vos avis. Chacun dit ce qu'il veut. Voilà. Est-ce qu'il vous arrive, vous-même par exemple, de changer d'avis? Alors, il y a des jurys, des membres des jurés qui ont lu un livre que vous avez juste parcouru et vous y revenez. Est-ce qu'il vous arrive de changer d'avis sur un livre que vous avez déjà bien lu en discutant avec un collègue, un confrère? Oui, parce qu'une première lecture peut être faussée, elle peut être fautive pour différentes raisons. Et quand des membres du jury s'enflamment pour un livre, je me dis peut-être que finalement, je l'ai mal lu. Et ça arrive même de leur part. Hein. Et donc, je me dis, ça vaut le coup on se dit, ça vaut le coup de le reprendre. Et très souvent, on entend parmi nous des jurés qui disent, bah, écoute, oui, tu as bien fait de m'alerter parce que je l'ai repris et je l'avais mal lu. Bien sûr, mais ça arrive tout le temps, ça. Oui. Donc, il y a une sorte de savoir collectif de la lecture oui. qui se construit. Oui. Et puis peut-être aussi, n'oubliez pas une chose, nous, quand on lit les livres, on les lit à partir du mois de juin, parfois en épreuve. À ce moment-là, personne n'a rien lu, je parle du public et même des critiques. Donc il n'y a pas de rumeur sur aucun livre. Donc nous, on les découvre vierges. Après, en septembre, la rumeur s'est déjà installée. Donc il y a eu, imaginez une rumeur ultra favorable pour un livre qui nous est tombée des yeux. On peut se dire en toute bonne foi, peut-être que je l'ai mal lu, peut-être re-regarder. Et peut-être que le résultat sera le même, mais peut-être pas. Et concernant le feuilletage, hein, la question de la lecture rapide, nous n'allons pas faire ici une méthode de lecture rapide, ça se trouve en ligne facilement, mais vous regardez certains traits de l'écriture. Est-ce que parmi... Alors vous avez cité le nombre de dialogues, j'imagine que c'est connoté plutôt péjorativement, j'imagine plutôt dans votre... Non. Le dialogue ? Le dialogue, non. Ah non, au contraire. Non. Non, au contraire. Non, parce qu'il faut entendre les voix. D'accord. À condition... J'avais cru. À condition qu'il n'y ait pas, hélas, une maladresse ou une erreur qu'on retrouve dans beaucoup de romans, à savoir une voix unique pour tous les personnages. Ça arrive. Et cette voix unique, c'est celle en général de l'auteur. Non, mais qu'on entende parler des gens, qu'on entende la voix de l'auteur, évidemment, mais les voix discordantes, c'est la moindre des choses. Est-ce que dans les critères, plus ou moins conscients, est-ce que la question du temps du récit compte? Récit au présent, récit au passé? Ça, c'est une question d'écrivain. C'est un problème d'écrivain. Bah, vous l'êtes. Oui, c'est pas un problème de lecteur, sauf pour les membres d'un jury comme le Goncourt, pour une raison. Parce que tous les jurés doivent être des écrivains. C'est la base. Ce n'est pas le cas dans les autres prix. Hein. Sûrement pas dans le Booker Prize en Angleterre, où là, vous avez des personnalités, tout simplement. Mais la règle du Goncourt, le juré doit être d'abord un écrivain, et aimer lire, évidemment. Eh bien, oui, la temporalité se pose, mais pas en tant que lecteur. En tant qu'écrivain, c'est la temporalité, et puis, c'est je. Est-ce que c'est je le narrateur, ou est-ce que c'est un narrateur omniscient? Vous savez, de mon expérience, quand deux écrivains se rencontrent, ils parlent cuisine. Donc de leur travail, leur cocotte-minute en cours. Hein. Et leur cocotte-minute, ça se résume à deux questions. Est-ce que tu utilises un narrateur qui dit « je » ou un narrateur omniscient? Et pourquoi? Et deuxièmement, si tu écris ça au passé, au présent, et comment? On peut passer des mois et des mois, alors qu'on a le livre en soi, on sait ce qu'on va raconter, mais tant qu'on n'a pas résolu ce double problème, si on le résout mal ou trop vite, on partira dans des chemins de traverse qui ne seront pas les bons. Et donc, c'est essentiel. En tant que lecteur, ce n'est pas un critère pour vous? Non, mais non, parce que chaque livre a une économie particulière et il appelle une temporalité qui correspond à ce qu'a voulu dire, ce qu'a voulu faire l'auteur. Donc, il n'y a pas de règle absolue. Moi, je connais des critiques littéraires excellents qui vous diront que le temps du roman, c'est le passé, il n'y a pas à en sortir. Bah, écoutez, on connaît de très bons romans écrits au présent, et qui se passent dans le passé. Mais, donc tout est possible, il y a 1001 exemples. Donc pas de doctrine ni individuelle, pas en tant ni que lecteur, collective. non.
Ah ben non, il faut ouvrir, faut tout ouvrir. Donc la chose doit être connue des romanciers futurs qui soumettront leur roman au jury du concours. L'heure a avancé, donc je sais qu'il faut vous libérer. Ben, je crois que nous pouvons tous remercier Pierre Assouline pour sa contribution passionnante.